Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er août 2025, il est un peu plus de 6h30. Et vous commencez à me connaître, hein. On vient de clôturer le mois de juillet, donc c'est le moment de faire pause en fait. Et c'est ce que je vous invite à faire à chaque fois qu'on a ce genre d'événement, une clôture, que ce soit daily, weekly, monthly, trimestriel, annuel évidemment. C'est de faire pause et de regarder un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que le marché a réalisé, essayer de croiser quelques datas et de regarder par exemple de ce que des croisements similaires ont pu produire par le passé. Alors évidemment, là je vais essayer de vous présenter une analyse des conditions de marché à la clôture de juillet 2025. C'est impératif de comprendre que cette revue, c'est un exercice d'interprétation en fait, hein, de synthèse de données passées. Les marchés financiers, ce sont des systèmes complexes qui sont influencés par une multitude de facteurs imprévisibles. Donc l'objectif là, c'est pas de vous fournir des prédictions, déterministes, mais ce serait plutôt de mettre en évidence des confluences de signaux qui vont dessiner des scénarios, on va dire probabilistes. Voilà, des probabilités. Donc je vais essayer d'argumenter un maximum ce que je vais vous dire évidemment, mais ça doit être considéré comme une perspective parmi d'autres. Évidemment, la prudence, la gestion du risque, rigoureuse, tout ça, une capacité à s'adapter à des conditions changeantes, ça reste, à mon avis, une des qualités primordiales pour tout trader. Ça, c'est évident, le futur, il est jamais écrit à l'avance, hein. Alors, on va déjà regarder un petit peu le contexte macroéconomique et des signaux qui, à mon avis, annoncent un possible changement de régime. Alors, on va aller voir sur Forex Factory. Bon, je pense que je vais pas revenir en détail sur tous ces chiffres, hein, mais le mois de juillet, il a quand même été ponctué par plusieurs publications économiques américaines, notamment, qui semblent avoir agi comme un catalyseur pour le sentiment de marché. Et l'analyse de ces événements suggère un environnement où la Réserve fédérale pourrait être incitée à maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps que ne l'anticipaient certains acteurs, aux grandes dames de Trump évidemment. Donc les données clés de juillet 2025, on en a plusieurs, en gros on en a trois. Hein. Déjà les chiffres de l'emploi, le NFP et du chômage ont montré une résilience continue du marché du travail américain. La consommation, les ventes au détail, elles ont largement dépassé les attentes, donc ça indique une vigueur persistante du consommateur. Et au niveau de la politique monétaire, la conférence de presse de la Fed d'hier, hein, couplée à un indice d'inflation PCE plus élevé que prévu, qu'on va retrouver ici, ça a renforcé le narratif d'une banque centrale déterminée à lutter contre l'inflation, et même au prix d'un ralentissement. Donc après, il faut évidemment faire une interprétation prudente de tout ça. Ces données prises dans leur ensemble pourraient fournir une justification fondamentale à un environnement moins favorable aux actifs à risque, et un dollar plus fort, et des conditions de crédit plus strictes, ce sont des conséquences possibles de ce contexte. Je dis bien possible. Alors maintenant, si on va regarder un petit peu sur les charts, le dollar notamment, le dollar et l'euro, c'est très intéressant ce qu'on peut observer. Ça fait qu'un petit moment que j'en parle, et là notamment, que ce soit donc DXY, enfin, sur les futurs, et puis l'euro, on voit que ces deux actifs, en fait, ils semblent présenter des signaux techniques et de positionnement qui s'alignent avec ce contexte macroéconomique justement. Pour ce qui est du DXY, on voit bien ce que montre le graphique mensuel, hein, c'est-à-dire que ça montre une potentielle manœuvre de purge qu'on voit bien ici. On a eu une prise majeure de liquidité. Ah, pardon pour les graphiques, je vais plutôt mettre une charte vierge qui... Voilà, donc on voit qu'on a eu une prise de liquidité qui est quand même majeure en monthly, donc sous quand même les liquidités de 2023-2024, hein, donc c'est pas rien. Et ensuite, une bougie de retournement, donc là en l'occurrence celle du mois de juillet, haussière très marquée. Et là, on a une bougie englobante en gros, hein, donc c'est vraiment un signal de retournement majeur qu'il faut vraiment pas sous-estimer. Au niveau du COT, le rapport il indique, et ça je vous en ai déjà parlé ce mois-ci, hein, que les opérateurs commerciaux, la smart money, ils ont significativement augmenté leur position longue nette près du point bas dans cette zone, à l'inverse des opérateurs spéculatifs. Et donc cette divergence, c'est un signal classique historiquement, hein, qui peut précéder un retournement de tendance. En ce qui concerne l'euro, on a la contrepartie presque parfaite, et ça c'est normal, hein. Je vous rappelle que l'euro c'est 58%, oui 57,6% je crois de l'index DXY. Et là, qu'est-ce qu'on a pu observer? On a pu observer un RAID, un Draw on Liquidity, au-dessus des sommets de 2023-2024. Là, on est à peu près sur vraiment la parfaite contrepartie du dollar, suivi d'un
effondrement. Alors là, on n'est pas encore sur une englobante, mais on semble quand même bien s'y diriger. Et au niveau du côte, les commerciaux, ils étaient positionnés de manière très vendeuse à l'approche de ce sommet. Donc là déjà, juste en regardant la dynamique monthly du dollar et de l'euro, on peut déjà voir que la confluence de ces signaux, ça suggère une probabilité accrue d'un renforcement du dollar. Et alors après, évidemment, et c'est important de se rappeler que le positionnement code, c'est pas un outil de timing, hein, et que les retournements, ils peuvent prendre du temps, ils peuvent être invalidés. Faut pas oublier que c'est les institutionnels, ils peuvent parier à la hausse ou à la baisse pendant très longtemps parce que simplement ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de financer un hedging ou un pari haussier ou baissier pendant très longtemps sans que ça les fragilise plus que ça. Donc c'est pas ils ont pas les moyens que nous on peut avoir. Alors ça c'est une première chose. Après on va aller regarder du côté des indices. Et là, c'est extrêmement intéressant aussi ce qui est en train de se passer. Et là, la structure des bougies qui ont clôturé le mois de juillet, elle est, à mon avis, elle mérite quand même une attention. Déjà par ce qu'elle forme et surtout ce qu'elle laisse derrière elle. Et en l'occurrence, elle laisse quand même, pour ceux qui pratiquent un peu le ICT, des signaux qu'il va falloir évidemment intégrer dans nos différentes perspectives. Alors, en ce qui concerne le SP500, ici, donc là je l'affiche en monthly, hein, on est bien une bougie égale un mois. Et le Nasdaq, donc on voit que les deux indices ils ont atteint des nouveaux sommets historiques, mais ils ont clôturé loin de ces pics. On voit combien on a quand même une belle mèche ici au sommet de chacune de ces bougies. Et ça pourrait, pour l'instant c'est encore un peu prématuré, mais ça pourrait indiquer une pression vendeuse et une potentielle prise de bénéfices à des niveaux quand même qui pourraient être élevés, hein. Le Dow Jones, il a une dynamique qui est un peu différente, et là on va pouvoir parler de divergence SMT. Lui, il montre une faiblesse relative, et il n'a pas été capable d'atteindre un nouveau sommet. En l'occurrence, il n'a pas été capable de franchir les sommets de novembre et décembre 2024. Donc ça, c'est pas anodin, faut vraiment prêter attention à ça, hein. Donc, alors, je suis pas en train de vous dire on est sur un sommet de marché, mais ce sont quand même des signaux, comme je vous l'avais indiqué pour le code des signaux faibles, et ça indique quand même, à mon avis, un possible épuisement de la tendance haussière et une augmentation du risque de correction. Je dis bien une augmentation du risque de correction. Et je ne veux pas non plus être passer pour l'oiseau de mauvais augure qui crie au top de marché pendant des mois jusqu'à ce qu'il ait raison. C'est pas mon objectif, c'est juste de vous alerter, hein. Et c'est sûr que là, avec ce qu'on peut voir sur ces trois indices, et la corrélation historiquement négative entre un dollar fort et les actions, c'est sûr que ça vient quand même renforcer cette hypothèse de prudence. Alors, on reviendra sur le marché traditionnel un peu plus tard. On va déjà faire une petite bifurcation sur les cryptos, parce qu'on est sur les catégories, sur les risk-on. Et alors, on va aller sur le CME, le Bitcoin. Et ce qu'on peut voir, sans rentrer dans le détail, notamment des inefficiences qui sont laissées, c'est que le marché des cryptos, il a présenté en juillet une dynamique interne assez complexe et qui pourrait, et là encore, je vais vraiment me mettre au gros conditionnel, être interprété comme un piège de fin de cycle. Bitcoin, on voit que il commence à montrer, notamment par cette mèche ici, qui surplombe la bougie de juillet 2025, et puis un début de retracement, montre des signes de faiblesse, et le rapport cote que je vous affiche, il montre là clairement, et ça je vous en ai déjà parlé, une distribution de la part des initiés sur ce sommet. Et en parallèle, une euphorie de la part des traders particuliers qu'il faut toujours regarder avec prudence. Ethereum, voilà la charte en monthly, sur le CME également, hein. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que là, il montre quand même une force assez spectaculaire ici, hein, notamment la bougie du mois de juillet, elle est quand même assez impressionnante. Donc, et ça, c'est matérialisé notamment aussi par ce qu'on pourrait interpréter comme une rotation d'actifs si on regarde le graphique des dominances, toujours en monthly, hein, une bougie égale un mois. On voit bien qu'ici, on a eu un retracement net sur Bitcoin, sur la bougie de juillet, et on voit, c'est très net sur la dominance d'Ethereum. Alors là, on va essayer de faire une interprétation prudente de tout ça, mais c'est vrai que la force isolée d'Ethereum dans un contexte macroéconomique globalement défavorable au risque, on peut considérer ça comme une anomalie, hein, exactement comme ce que je vous avais indiqué la semaine dernière sur la corrélation entre le dollar et les risk-on. Ça pourrait être interprété comme une euphorie spéculative.
tardive plutôt que comme le début d'une tendance haussière. En tout cas durable pour l'ensemble des altcoins. Et c'est vrai que là, le risque d'un bull trap, il est quand même, à mon avis, à considérer sérieusement. Je ne parle pas de quelque chose de décennal, je dis pas qu'on va s'engager sur 10 ans de baisse, mais j'estime que là, les conditions commencent à être quand même bien alignées pour une correction significative, qui pourrait, pour ceux qui ont des convictions évidemment, constituer des points d'entrée qui pourraient être super intéressants. Ça, faut toujours essayer de trouver le positif à tout ce qui peut se passer sur les marchés, hein. Donc à mon avis, ce qui pourrait aller dans le sens d'une continuation un peu de cette tendance et de ce renforcement d'Ethereum et des altcoins contre Bitcoin, ce serait que Bitcoin entre en phase de consolidation, et notamment on a ici une zone qui pourrait vraiment être intéressante, alors qu'on pourrait élargir bien entendu, on pourrait même l'élargir jusqu'à ce point. Voilà, ici, une zone de consolidation qui pourrait vraiment être intéressante et dont certains altcoins pourraient tirer parti. Mais qui pourrait aussi en emmener d'autres à la cave. Donc, bon, voilà, faut vraiment faire attention. Mais en gros, entre les 99 000 et les 114 000, si Bitcoin se décidait à consolider jusqu'à la fin de Q3, par exemple, ça pourrait peut-être offrir des opportunités intéressantes. Alors j'ai terminé sur les cryptos, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Et l'or, évidemment c'est un actif qui est important. Et là, et je vous en ai déjà parlé aussi au cours du mois de juillet, et là il se trouve dans une position qui est à la fois unique et conflictuelle. Donc vous voyez que même là en monthly, on commence à apercevoir cette structure de compression dont je vous ai parlé. Alors, on la voit très clairement en daily, et ça fait un petit moment que je vous la montre, et vous voyez comme elle est là, et qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 bougies mensuelles, qui sont des doji, donc des bougies d'incertitude, et ça, évidemment, ça reflète parfaitement les forces opposées qui s'exercent sur l'or. Alors, on a une espèce d'effet de vase communicant, hein, c'est-à-dire que la pression baissière, la hausse du dollar, ça a tendance à rendre l'or plus cher, et un environnement risk-off, ça renforce son statut de valeur refuge. Et si vous regardez le cote, que je vous ai déjà présenté il y a quelques jours ou quelques semaines, quelques jours je crois, il est également bien mitigé, c'est-à-dire qu'il montre pas de positionnement extrême, et il confirme en gros cette phase d'équilibre ici. Donc là, c'est un peu position d'attente. Le marché n'aime pas les incertitudes, et en gros, ce que nous montre ici la chart monthly sur l'or, c'est que on est actuellement un peu dans un registre de stand-by. Et c'est évident que là, le comportement futur de l'or, ce sera vraiment, je pense, un indicateur clé. Donc c'est vrai que je le dis souvent sur le Discord et au salon VIP, si vous avez plusieurs écrans ou si vous avez un écran assez grand, c'est pas déconnant d'avoir quelque part toujours à vue d'œil une charte du dollar, une charte de l'euro et une charte du gold. Donc là, une cassure de son range de juillet dans un sens ou dans l'autre. Donc le range de juillet, on l'a ici, hein. En gros, il est matérialisé par ces deux bornes, donc entre les 3320 et les 3510. Ça pourrait donner une indication précieuse sur sur la force relative du narratif hausse du dollar contre le narratif fuite vers la sécurité. Voilà, en gros, hein, on a un peu comme ça un indicateur qui pourrait être même considéré comme un indicateur de sentiment du marché, grâce à l'or, grâce à la dynamique de l'or. Alors pour conclure, je sais qu'on pourrait faire des heures là-dessus, hein, mais j'essaie vraiment de faire une synthèse un peu de ce que moi je vois au jour d'aujourd'hui. Peut-être que dans 2 semaines je vous dirai quelque chose de différent, mais c'est qu'à la clôture de juillet 2025, on a une confluence de signaux macroéconomiques, techniques et de positionnement qui suggèrent une augmentation de la probabilité d'un environnement risk-off. Et ça, probablement, si on respecte les fameux quarterly shift jusqu'à la fin de Q3. Donc là, évidemment, le renforcement du dollar, c'est le thème central, et avec ce qu'on connaît comme implication potentiellement négative, on va dire, hein, sur les actions et les crypto-monnaies. Potentiellement parce que on a par le passé eu de nombreux épisodes de corrélation positive entre le dollar et les risk-on, mais il ne faut pas oublier que on est dans un registre de l'anomalie lorsque ça arrive. Il faut toujours vraiment faire attention. Et donc, c'est essentiel en fait de conclure sur une note de prudence. Hein. C'est-à-dire que cette analyse, c'est pas une feuille de route. On va dire que c'est une carte des territoires possibles. Voilà, je préfère utiliser ce terme. Les marchés, ils ont une capacité
infini à surprendre et à invalider les scénarios les mieux établis, donc les événements imprévus, et l'administration américaine ne nous épargne pas d'annonces imprévues et imprévisibles, avec notamment les tarifs douaniers. Donc ces événements, qu'ils soient géopolitiques ou économiques, ils peuvent rapidement changer la donne, ça faut vraiment pas l'oublier, et on l'a vu par le passé que parfois un tweet pouvait basculer complètement certains actifs. Donc, moi j'ai une seule certitude, c'est l'incertitude. La seule stratégie viable, à mon avis, c'est celle qui intègre cette réalité pour une gestion du risque disciplinée. Ça, c'est toujours de toute façon quelque chose qui ne doit pas changer, quelle que soit la condition de marché. Une flexibilité intellectuelle, ça c'est évident, qu'il faut rester souple, il ne faut pas rester borné sur une hypothèse, comme on peut le voir sur X, pour certains qui sont permaboule ou permabère, bon, c'est pas la question. Je pense qu'il faut, dans ce contexte-là, et dans tous les contextes d'ailleurs, garder une humilité constante face à la complexité du marché. C'est, de mon point de vue, essentiel, et ça sera la conclusion de ce Market Review. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires à cette vidéo, à vous abonner évidemment, et puis vous avez en description également tous les liens qui vous permettent de me rejoindre, de rejoindre mon canal Telegram privé si ça vous intéresse d'en faire partie. Je serai content de vous y accueillir. Et je ne vais pas vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter un bon mois d'août, des bonnes vacances si vous en prenez, et on se retrouve très vite.